Bonjour. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie va-t-il entraîner un crash? Ou au contraire, est-ce une bonne zone d'achat? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, encore une fois, on a pas mal de choses à voir. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous parler de tout ce que j'avais prévu. Je voulais vous faire une sorte entre guillemets de petit tuto pour vraiment approfondir comment utiliser MACD et Stock RSI. Mais du coup, je pense que je le ferai un autre jour dans la semaine. Donc, on va se concentrer sur un petit peu l'actualité, chose que je fais pas souvent. Mais vu que vous me posez beaucoup de questions, eh bien, on va un peu y répondre aujourd'hui. Et du coup, on va aller s'intéresser à des choses un peu différentes. Bref, sans plus attendre, vu qu'on a du travail, du pain sur la planche, on va directement aller voir la cryptomap. Comme on peut voir, sans grande surprise, le Bitcoin rechute, donc elle est bien rouge. Les altcoins prennent, comme d'habitude, plus cher que le Bitcoin. Le Bitcoin, il est à moins 7%. L'ensemble des altcoins, ils sont entre moins 10 et moins 20%. Le CryptoFear, il est autour des 23, mais il n'est pas encore update, il n'a pas encore pris la baisse et la peur de la journée. Donc je pense qu'à la clôture, à moins que d'ici là, on ait un rebond gigantesque, on sera sous les 23 et on sera plutôt entre les 10 et les 20. Alors après, à surveiller, si bien entendu, les gens ils ont vraiment très peur et qu'on est retourné autour des 10, c'est peut-être un signal qu'on est dans une bonne zone d'achat. Donc il faudra voir ça dans 6 heures. Ensuite, alors on va commencer par le dollar rapidement. Hop, on va se mettre en délit. Alors le dollar, il est de retour. Il a fait son retour, son deuxième pullback sur la zone de rechargement de short, de tout le mouvement baissier ici. Donc on avait quoi? On avait une trendline qu'on a maintenue. On a fait un plus haut, deux plus haut, trois plus haut. Vous savez qu'un setup de trade, ça qu'on a trois plus hauts consécutifs. On avait un... hop. Non, c'est pas ça que je cherche. Bon, je vais pas le trouver, c'est pas grave. Ok, on avait un W. Voilà, donc à la cassure du W, plus support sur la trendline, signal haussier. Hop, on va rejoindre. C'est la cible, la première target, forcément. Une nouvelle fois, la zone de rechargement de short. Donc forcément, c'est pas très bon pour le Bitcoin. Et le Bitcoin, il en prend un coup. Bref, on n'a toujours pas cassé la zone de rechargement de short. Donc rien de très grave, c'est juste un retest. Vous voyez même qu'on a une grosse bougie pour l'instant de rejet. Et du coup, sur le Bitcoin, on a un petit rebond au moins court terme. Voilà, donc ce sera à surveiller. Si on commence à avoir des clôtures, par contre, au-dessus de la zone de rechargement de short, malheureusement, ce sera plutôt mauvais signe pour le Bitcoin et il faudra aller s'attendre à aller plus bas. Voilà, maintenant aujourd'hui, on va surtout voir le S&P. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Donc, déjà, première chose, est-ce que le crash ici est dû aux événements sur l'Ukraine et la Russie? Alors, il y en a qui vont me dire oui. Moi, je vous dirais, dans ce cas-là, appelez-moi Madame Soleil, parce que de ce crash-là, je vous l'avais prévenu en fin décembre. Voilà, tout simplement, c'était dans mon plan, ma vague 4, et les objectifs, c'était ici de la vague 4. Pourquoi? Parce qu'on a eu une vague 1 faible, donc on doit avoir une 4 forte. Donc, tout simplement, on met un Fibo, hop, au bas de la 2, en haut de la. Et vous voyez qu'une vague 4 forte, vous savez que c'est 0,382, 0,5. Vous voyez, pour l'instant, on est pile dedans. Donc ça, c'était annoncé déjà il y a plus de 2 mois. Donc, ce n'est certainement pas les événements de l'Ukraine et la Russie qui ont entraîné cette correction. Ça peut entraîner une accélération, une amplification, mais ce mouvement-là était déjà prévu depuis bien longtemps. Parce que, d'une part, on avait atteint parfaitement, tout simplement, le début de la zone de vente, le gros rectangle rouge, mais également, alors on va passer en weekly, rappelez-vous, cette grosse trendline haussière qui bloque les prix à la hausse. Vous voyez ici, un nombre incalculable de fois. Et bien, vous voyez, je vous avais dit, on est revenu toucher cette zone. On avait des divergences. On avait atteint les objectifs. Donc, je vous ai dit, il est probablement temps d'avoir une correction pour la vague 4 et aller rechercher à minima cette zone-là. Donc, vous voyez, maintenant, on est dedans, on est pile dedans dans la zone. On a dépassé un peu les 0,382.
Donc, théoriquement, ça ne devrait pas être une grosse surprise. Maintenant, je vous avais dit aussi que le décompte qui est ici, je l'avais fait à vue d'œil, j'avais pas encore pris le temps de vérifier ce décompte s'il était bon. Donc j'ai pris un peu de temps du coup aujourd'hui et c'est plus mon décompte favori. Voilà. Du coup, moi je vois 3 possibilités maintenant, donc 3 scénarios. Un scénario probable et 2 scénarios moins probables. Le scénario moins probable, effectivement, le moins probable des 3, il pourrait entraîner un gros crash. Et c'est tout simplement si on avait fini déjà cette grande vague 1. Alors, je vais dézoomer beaucoup pour que vous voyez à peu près le plan général. Ah oui, hein, ça remonte depuis 1800, les années 1800 et quelques. Donc on a une grande vague 1, une grande vague 2, une grande vague 3 qui s'est terminée en 2000. Vous voyez, le crash des années 2000. D'ailleurs, une flat, vous voyez, hop, un rebond. Et après le crash de 2008, tout ça, c'est la même correction. C'est une grosse flat de la vague 4. Et là, on est dans une vague 5. Donc hein, c'est des vagues qui durent plusieurs dizaines d'années, hein, donc pas d'inquiétude. Parce que forcément, quand on aura fini les 5 vagues, on aura une grosse correction, mais c'est pas avant plusieurs dizaines d'années. Donc chaque sous-vague est décomptée en 5 vagues, bien évidemment, donc 5 vagues grosses, vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est pareil. Donc on est potentiellement, et je dis bien potentiellement, c'est le scénario le moins probable, à la fin donc de la vague 1, et on aurait besoin d'une vague 2. Et vous voyez, une vague 2, c'est une vague 2 sur un grand time frame, donc ça nous amènerait potentiellement vers les 2000 et quelques. Mais c'est vraiment pas mon scénario le plus probable, c'est le moins probable. Alors ensuite, il y a le deuxième scénario, que je vous avais déjà présenté, celui que je vous ai présenté. On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Donc là, on est dans la vague 4. Une fois qu'on aura trouvé le bas de la vague 4, on va remonter dans une vague 5, hein, et chaque vague dure un peu plus d'un an. Donc ensuite, on aurait encore un peu plus d'un an, et après seulement, on aurait un gros crash. Donc bien entendu, les targets là, il faudra les remettre à jour, parce que si on monte beaucoup plus haut, eh bien, les targets seront plus élevés également. Mais encore une fois, ce scénario, malheureusement, c'est pas mon préféré non plus. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement par rapport au RSI. Hop, on va se repasser en weekly, je pense. Vous savez que sur le RSI, et d'ailleurs c'est l'exemple. Alors, pour ceux, je vais le rappeler encore une fois, hop, pour ceux qui comprennent rien en vague d'Elliott, allez voir à tout prix ce tuto. Il dure 40 minutes. Si vous accélérez en 1.5, ça dure 30 minutes. Si vous mettez en x2, ça dure 20 minutes. Et vous aurez toutes les clés. C'est très simple, hein. J'ai fait un truc très simple, hein. Même un enfant de 10 ans, il peut comprendre, hein. C'est extrêmement simple. Je parle doucement, donc vous pouvez accélérer la vidéo. Je parle très doucement. C'est les bases pour comprendre les vagues d'Elliott. Donc pour comprendre mes analyses, mais aussi ceux d'autres personnes qui font des vagues d'Elliott. Et même commencer vous-même à, si vous voulez, commencer à faire vos petits décomptes et à commencer l'apprentissage des vagues d'Elliott. Pour commencer un apprentissage, c'est très bien aussi. Après, il faudra approfondir, mais pour commencer, voilà, vous avez toutes les bases. Bref, nous en revenons à nos moutons. Donc, d'ailleurs, dans cette vidéo, c'est l'exemple que je cite, que le RSI, entre autres, il sert à nous dire qu'on peut se tromper. Donc, pour moi, vous voyez, j'avais dit, premier scénario, on est dans une vague 4. Le RSI, vous voyez, normalement, ça doit suivre. 1, 2, 3. Vous savez que la 4, elle ne peut pas aller manger cette vague-là, elle ne peut pas aller plus bas que cette vague-là. Et vous voyez, sur le RSI, on y va. Donc, ça nous dit, attention, on s'est peut-être trompé, on n'est pas dans une vague 4. Et quand c'est comme ça, en général, on est soit dans une vague 2, soit dans une autre chose. Donc cette autre chose, donc je vais l'enlever maintenant. Ça peut être tout simplement, donc là je remonte dans le passé, et j'ai été revoir les sous-vagues. Et vous voyez que là, la vague 1, il semblerait qu'elle ne soit pas constituée en 5 vagues, mais en 3 vagues. 1, 2, 3. Sur le RSI, ça se voit clairement. 1, 2, 3. Ensuite, la vague suivante, la vague 3. Alors là, on va se mettre en mensuel, ça sera plus lisible. Vous voyez qu'également, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, il semblerait que cette vague bleue soit une leading diagonale, parce que c'est la première vague de la sous-vague rose. Donc, leading diagonale, encore une fois, c'est comme une impulsive, mais en sous-décompte en 3. Donc, si on est bien dans une leading diagonale, on veut voir également 3 ici. Donc, potentiellement, on a fait la A, on est en train de faire la B, et ensuite on aura la C.
c'est mon scénario maintenant que je privilégie. Alors, vous allez me dire, du coup, il n'y a pas énorme différence avec 1, 2, 3, 4, 5, puisque on est dans une correction, comme tout dans la vague 4, et il nous reste également une dernière vague, comme le scénario de la vague 5. La seule différence, ce sera les objectifs de la C, qui vont être plus importants. Parce que vous voyez, en gros, C, c'est-à-dire qu'on a fait que la moitié du mouvement, alors que l'autre, on avait déjà fait 2 vagues, il nous restait une vague. Donc là, on aurait tout simplement quelque chose qui irait plus haut, comme ça, donc, et plus long sur le lot. Voilà, donc ça ne sera pas dans 6 mois, 1 an, mais peut-être dans 1, 2 ou 3 ans. Et ensuite, on aurait bien entendu notre grosse chute. Ce qui va différer aussi, c'est la vague B. Oui, la vague 4, les objectifs sont là. La vague B, ça peut aller un peu plus bas. Après, si on compare par rapport à ce qui s'est passé dans la vague 1 et la vague 3, on va voir que quand même, c'est des petites vagues B. C'est pas grave, même si on n'est pas pile poil dessus, c'est pas très grave. Hop, on va au sommet de la 1. Et vous voyez que là, on a été rechercher les 0,38,2. Vous voyez que les mêmes objectifs qu'une vague 4. C'était une petite... Alors là, en plus, j'ai fait des conneries, c'est pas ça du tout. La vague B, donc, c'est ici. Voilà, donc ça change rien. On est quand même parti chercher pratiquement les 0,38,2. Vous voyez, A, B, C. Donc on est reparti chercher les 0,38,2. Sur la deuxième vague ABC, donc A, B, C, on va voir où on est reparti rechercher. On est reparti rechercher entre grosso modo les 0,236. On a fait des petites mèches un peu en dessous, mais les 0,236. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'aller... Alors c'est des petites vagues B. En général, les vagues B, c'est plus... ça va plus rechercher les 0,5, comme une vague 1. En général, les vagues B, ça ressemble plus à une vague 1. Ça va chercher les 0,5, 0,68. Vous voyez que dans les deux vagues précédentes, on a été chercher les 0,38,2, les 0,236. Donc, eh bien, finalement, on va se mettre du coup un Fibo ici. Hop. Et vous voyez que là, on est au 0,236. Donc, si on fait comme précédemment, on pourrait s'arrêter là ou descendre un peu plus bas, ça veut dire jusqu'au 3800. Voilà, pour la vague B. Après, bien entendu, on peut avoir une vague B un peu plus conséquente, aller rechercher les 0,5 au 3005, voire les 3002 pour les 0,68. Mais voilà, précédemment, on a vu que les corrections de vague B n'étaient pas très fortes. Donc, la target finalement principale de la vague B par rapport à ce qu'on a fait précédemment, ça reste toujours mon rectangle là, qui est là. Et du coup, en plus, c'est cumulé avec l'objectif de la vague 4, si jamais on est dans une vague 4. Donc c'est plutôt parfait. Voilà. Et ensuite, on aura notre vague C, voilà, qui va durer, bien entendu, plus longtemps qu'une vague 5, si on est en scénario. Voilà. Et comme je vous ai dit, le dernier scénario, c'est qu'on aurait fait, vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il faudrait descendre, hein, donc plus petit time frame, là, en mensuel. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ce qui me dérange, c'est que la vague 4 est vraiment minuscule. Hein. Vous voyez, si en termes de retracement, la vague 1 est petite déjà. Vous voyez, c'est une flat, elle est petite. On est revenu peut-être au 0,382 ou au 0,236. Donc on doit avoir une vague 4 forte. Si on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 et c'est fini. Sauf que, voilà, si vous mettez au bas de la 2 et en haut de la 4, voilà. Une vague 4 forte, ça veut dire 0,382, 0,5. On est allé à peine au 0,236. Donc c'est pour ça que ce scénario-là, comme quoi on a déjà fini 1, 2, 3, 4, 5. Alors il se tient sur le RSI. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a peut-être même une divergence sur la vague 5. Voilà, une petite divergence sur la vague 5. Donc ça se tient au niveau du RSI. Seulement la vague 4 est beaucoup trop faible parce que la vague 1 était déjà faible. Mais ça se tient. Hein. C'est pas impossible. C'est juste mon scénario le moins probable. Alors, je vais enlever ça, mienne. Donc c'est toujours une possibilité qu'on ait fini là et qu'effectivement on ait une très grosse correction. Mais c'est vraiment pas le scénario à privilégier. Du coup, vous voyez, on aurait fini la vague là et ça n'existerait pas. Voilà. C'est juste pas le scénario privilégié. Donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse, je pense pas que, du moins mon scénario privilégié, ne me dit pas qu'on va aller beaucoup plus bas. On pourrait aller un peu plus bas là, comme je vous ai dit. Oui, très probable, au 0,382, donc à 4000. On pourrait même, si on a une B un peu plus forte, aller un peu plus bas. Je ne sais plus les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, mais je pense pas qu'on va avoir un crash de l'enfer. Alors, pour ce qui concerne avec le conflit ukraino-russe
eh bien, c'est pas, on n'en parle pas depuis aujourd'hui, même si cette nuit, je crois qu'il y a eu les premiers conflits armés, les petits bombardements ou quelque chose comme ça. Heu, le marché a déjà pricé, ces événements depuis plusieurs jours, voire plusieurs, semaines. Donc, il pourrait bien entendu, si vraiment il y avait une escalade, heu, avoir une petite mèche de peur, un peu comme ce qu'on a eu, tout simplement au Covid. Voilà, mais globalement, en général, c'est des très mauvais moments pour vendre. C'est des très mauvais moments pour vendre. C'est un peu comme le principe, sell the rumor, buy the news, sell the rumor. Enfin, buy the rumor, sell the news. Voilà. Une fois que l'événement sort, le marché a déjà pris en compte la plupart de la baisse. Donc ça peut baisser encore un petit peu, mais en général, après, il y aura un gros rebond. Donc ici, par exemple, tout le monde a vendu parce qu'ils se sont dit que le Covid va entraîner une crise économique, sociale, etc. Et donc que les marchés financiers allaient baisser pendant plusieurs mois, etc. Alors que non, le marché, il a pricé directement tout ça. Et ensuite, alors que le Covid prenait de l'ampleur, eh ben, le marché a fait que monter, monter, monter. Voilà. Donc là, c'est pareil. Le conflit a déjà été en partie pricé par le marché. Donc effectivement, on pourrait avoir encore une mèche, pourquoi pas même enfin une mèche, une bougie, voire même une grosse bougie de capitulation. Alors pas aussi énorme que ici, je pense, parce que c'est pas les mêmes. Mais on pourrait avoir effectivement une grosse bougie pour aller chercher là ou un peu plus bas. Mais pour moi, ce serait au contraire des niveaux où il faudrait rechercher des achats. Bien entendu, on ne fait pas d'achat sans confirmation. Il faudra attendre des confirmations haussières. Mais voilà. Donc, vendre ici, encore une fois, très mauvaise idée, je pense. C'est plutôt des moments où il faut commencer à regarder les plus petits time frames et voir où on va avoir des retournements et des changements de tendance pour, au contraire, chercher des achats. Voilà, quand tout le monde panique, on recherche bien entendu des achats. Et quand tout le monde est euphorique comme ici, on recherche de la vente. Voilà. Ensuite, petit rappel, euh, j'entends beaucoup de bêtises, comme quoi par exemple le Bitcoin et les indices boursiers, hein, donc le S&P, les grosses indices boursiers, ils seraient corrélés. Alors c'est vrai, mais seulement en partie. Ils sont corrélés, vraiment corrélés uniquement dans la baisse. Ça veut dire si vous avez des grosses chutes, des gros crash sur les actifs traditionnels, eh bien le Bitcoin, il va suivre. Il va suivre obligatoirement. Tout simplement parce que les investisseurs, les gros portefeuilles, etc., quand il y a des chutes comme ça et qu'ils se protègent, ils sortent tous leurs actifs, des actifs risqués, tout leur argent des actifs risqués. Et le Bitcoin est encore considéré comme un actif à risque. C'est pas encore une réserve de valeur. La preuve, quand tout chute, c'est quoi qui monte? C'est le dollar, voilà, pour protéger, et l'or. L'or, il est en train de monter en ce moment également. Voilà, le Bitcoin, ça chute. C'est pas encore considéré comme quelque chose qui va protéger d'une chute. Donc, quand on a des gros crashs sur les marchés traditionnels, on aura également un gros crash sur l'or. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire que quand on a des périodes de hausse sur le S&P 500 par exemple, le Bitcoin ne va pas forcément monter. Et c'est ça qu'il faut bien être conscient. Parce qu'il y en a qui disent, oui, si ça remonte et tout, c'est bon, le Bitcoin il va remonter. Non, pas forcément. Ils ne sont pas corrélés dans ce sens-là. Alors je ne sais pas si on peut prendre un exemple. Je vais essayer de vous trouver un bon exemple. On va passer le Bitcoin en weekly. On va s'enlever ça pour y voir plus clair. Alors, je vais essayer de vous trouver un bon exemple. Alors, par exemple, là, vous voyez, le mois d'août, fin juillet 2019, jusque mars 2020, on n'a fait que baisser. Enfin, on peut même prendre là, si vous voulez, cette petite période-là, jusque décembre 2019. Août 2019, décembre 2019, vous voyez, clairement, on est en baisse. Hein. On ne peut pas dire le contraire. On a fait un gros mouvement baissier. Ici, une belle tendance baissière. Août 2019, décembre 2019. Donc, hop, on va essayer de retrouver le même. Voilà. Août 2019, décembre 2019. On a quoi? Une grosse tendance haussière. Donc, voilà, ceux qui disent qu'ils sont corrélés, eh bien, vous voyez bien que là, on a une grosse hausse sur le S&P de août 2019 jusque décembre 2019, alors que sur le Bitcoin, on a fait tout à fait l'inverse.
Voilà, parce qu'ils ne sont pas corrélés dans ce sens-là. Ça peut arriver, mais voilà, c'est pas très fiable. Par contre, dans les chutes, là, ils sont corrélés à 100%. À chaque fois que vous aurez une grosse chute sur les indices classiques, eh bien, le Bitcoin, il va forcément suivre. Du moins pour le moment. Peut-être que ça changera dans les années à venir, mais pour le moment, c'est comme ça. Voilà, donc faites attention à ce que certains autres youtubeurs, peut-être moins informés, vous disent. Ils ne sont pas corrélés forcément dans les montées. Donc on pourrait avoir un S&P 500 qui remonte et un Bitcoin qui continue à cracher. Voilà. La seule chose que ça nous dit, c'est que si le S&P devait remonter, repartir à la hausse, ça nous enlèverait un poids baissier sur le Bitcoin. Ça veut dire ça nous enlèverait une raison qui ferait que le Bitcoin baissera. Mais ça ne veut pas dire qu'il va monter. Voilà, ça nous enlève un gros poids. On se dit au moins, ok, ça fait déjà un effet négatif en moins sur le Bitcoin qui va le pousser vers la baisse, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va monter également. Il faut être très prudent avec ces choses-là. Donc, maintenant, tout simplement, on va aller jeter un œil au Bitcoin. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, hop. Je vous avais mis donc, les jours précédents. Donc, le niveau, attention, ici, hein, risque de rejet, hein, parce qu'il y a les 0,5 de Fibo. Il y a aussi, dans le sens, il y avait les 0,38,2. Et puis le dernier top. Donc, prudence, possible rejet, une petite trendline. Je vous avais mis la trendline également. Voilà, on a rejeté, on a cassé la trendline. Hop, et du coup, on a rechuté. On est parti chercher quoi? Tout simplement le Fibo, pour l'instant, 0,90 par rapport à toute la hausse depuis le précédent bottom. Du coup, petit rebond. Sur les petits time frames, on a une trendline. On avait également envoyé le Fibo 0,786 au-dessus qui sert de résistance. Donc, on a un petit W qui se forme ou un triangle ascendant, vous voyez ça comme vous voulez. Donc, je l'ai partagé ça parce qu'il y avait potentiellement, alors là c'est pour les traders, hein, une petite entrée à faire ici sur la cassure de ce triangle ou W. Donc, on a bien cassé. On allait pour l'instant pas très haut. Alors, on allait où? Pour ceux qui se le demandent, tout simplement, on est allé rechercher depuis le dernier top jusqu'au bottom, eh bien, le Fibo 0,382. Le premier arrêt. Voilà, on est allé chercher parfaitement le Fibo 0,382, une petite mèche et on rechute. Donc, ça peut être juste une petite rechute pour aller, pourquoi pas faire un pullback ici ou sur la trendline et ensuite remonter. Bref, où il faudra être prudent si on arrive à passer les 0,382, ce sera bien évidemment. Alors, vous savez qu'en général, quand on passe le premier arrêt, on va rechercher quoi? Tout simplement la zone de rechargement de short, donc les 0,618 jusqu'au 0,768. C'est ce niveau-là à passer maintenant si vous voulez aller voir plus haut, du moins pendant à court terme. Mais de temps en temps, ça peut s'arrêter au Fibo 0,5. Et là, il y a en plus au Fibo 0,5 la trendline baissière rouge. Alors hop, je dézoome quand même. Hop, on va mettre en 4 heures. Je vais enlever les Fibos hein, parce que sinon on n'y voit plus rien. Voilà, vous avez quand même la grosse trendline baissière rouge qu'on a cassée à la hausse. Là, on est en train de recasser à la baisse, donc déjà, vous savez qu'en général, ça, c'est pas bon signe. Hein. Quand on casse une trendline, on n'est pas censé ensuite la recasser à la baisse. Alors, bien entendu, normalement, c'est une trendline qui se regarde en daily. Voilà, donc si on recasse rapidement à la hausse, effectivement, du coup, ça, c'est juste un petit fake out et ce sera très bullish. Mais dans l'actuel état des choses, c'est pas bullish du tout parce qu'on l'a cassé à la baisse. Alors, la journée n'est pas clôturée. Hein. On pourrait remonter très rapidement et puis demain, la recasser à la hausse. Donc là, ce serait au contraire un signal très bullish. Pour l'instant, c'est pas bullish du tout. Voilà, donc on fait attention. Si, bien entendu, on devait casser les 0,382 au Fibo 0,5 qui est cumulé avec la trendline. Donc ça pourrait être juste, vous voyez, on casse la trendline, on fait un pullback dessus et on repart plus bas. Voilà, si on casse la trendline, il faudra être prudent dans la zone de rechargement de short. Si on casse la zone de rechargement de short, là, au moins à court terme, on pourra continuer le rebond. Voilà, et ensuite, du coup, imaginons, on continue le rebond, et bien tout simplement, il faudra se mettre une nouvelle zone de rechargement de short.
Donc il y aura le premier niveau à faire attention ici au 0,382, vous voyez, qui correspondra à peu de choses près aux deux derniers sommets, légèrement plus bas, donc vers les 38 600. Et si on casse ce niveau, bien entendu, ensuite ce sera direction la zone de rechargement de short, donc ici. Et on sera très prudent parce qu'elle sera également, alors je vais enlever le Fibo maintenant, sinon on va plus rien y voir. Elle sera cumulée encore une fois à la plus grosse trendline, donc à la trendline weekly. Voilà, donc vers les 42 000 $. D'ailleurs, c'est la vidéo que j'ai fait hier. Hein. Hop. Bitcoin 42, cible à abattre. C'est vraiment, voilà, si vous voulez qu'on soit haussier pour du plus long terme, c'est ce niveau-là qu'il faudra casser. Et là, bien évidemment, ce sera très bullish, parce que du coup, ça nous formera également, alors là, on va s'enlever tous les fibos, hop, un gros W weekly. Mais ça, on l'a déjà vu dans les analyses précédentes. Voilà, maintenant, on va passer rapidement sur le graphique 3 jours avec notre fameuse hop, moyenne mobile 200 en 3 jours. Donc pour l'instant, on est en train de la casser, mais encore une fois, c'est un graphique 3 jours. La bougie, elle a commencé aujourd'hui, elle clôture le 27. Donc tant qu'on n'a pas clôturé, il n'y a rien de grave. Vous voyez, d'ici 3 jours, on pourrait très bien remonter et avoir la même bougie que celle-ci. Ça veut dire une bougie très bullish avec une grosse mèche de rejet et repasser au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc pour l'instant, rien du tout, on attend. Parce que si jamais ça se produit et qu'on remonte, on pourrait même descendre un petit peu. Hein. On pourrait même descendre un petit peu pour faire un double bottom parfait et remonter. Et du coup, on serait à peu près, pas même à peu près, on serait exactement dans la même situation qu'ici. Vous voyez? Parce qu'en plus de la moyenne mobile, vous savez qu'il y a la boîte, le grosse zone d'achat à long terme. Hein. Ça, c'est la zone d'achat à long terme. On ne va pas revenir dessus, allez voir les vidéos précédentes, voir celle d'ailleurs que j'ai postée tout à l'heure. C'est la rediff que j'ai fait sur TradingView hier. On achète quand? Ça, c'est pour le moyen long terme. Voilà, ça vous explique les zones d'achat moyen long terme. Donc, on est, vous voyez, juste au-dessus de cette boîte qu'on a été touché, donc on pourra aller refaire un pullback dessus. Et également la moyenne mobile. Et bien, regardez ici, on était exactement dans la même situation. Et vous voyez, on a eu une première bougie, une mèche. On a fait exactement la même chose, une mèche pour aller rechercher la boîte. On est repassé au-dessus. Un rebond, on revient encore une fois, vous voyez, donc ici, rechercher la boîte, on recasse cette petite grosse moyenne mobile et on repasse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, double bottom, fake out et on repart à la hausse et on passe de 6300 à 10 400 $. Alors, ça ne peut pas vous paraître extraordinaire parce que maintenant, on en a des chiffres plus conséquents, mais ça vous donne quand même un rebond de 64%. Alors oui, après, il y a eu le choc Covid et on est reparti à la baisse, mais il y a quand même 64% de hausse avant. Imaginez bien que les altcoins, hein, il y en a qui ont fait du 2 ou 300% dans cette période. Donc on pourrait exactement refaire le même scénario. Hein. On pourrait soit s'arrêter là, soit aller faire un double bottom, et dans les jours qui viennent, avoir un gros rebond, repasser au-dessus de cette trendline, et du coup, eh bien, il faudrait s'attendre, pourquoi pas, à, comme précédemment, un gros rebond. Et si on n'a pas de problème après, le rebond pourrait même perdurer pour tout simplement reprendre la tendance haussière. Mais ça, vous savez qu'on le surveillera attentivement dans les petits time frames, et que déjà, il y a les 42 000 $ à casser, et ensuite, bien entendu, le top ici pour former, bien entendu, un très joli W weekly. Et là, ce sera un gros signal d'achat pour aller au moins jusqu'à la zone de rechargement de short. D'ailleurs, il faudrait que... Non, elle est toujours bonne vu qu'on n'a pas cassé plus bas. Toujours bonne, hein, donc les 55 000 $. Et puis, bien entendu, si on casse ici, eh bien, voilà, on ira faire des nouveaux... Il y a des très fortes chances qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, ouais, j'ai toujours pas fait d'altcoin parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Donc je vais essayer, là, vu qu'il est un peu tôt, je vais essayer de faire une vidéo avec 2 altcoins. Donc n'hésitez pas en commentaire à me demander vos altcoins. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.